Netflix vient de faire un truc que je n'ai jamais vu de ma vie. La plateforme 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme c'est tranquille, après on va tout spoiler. La plateforme 2 reprend le même concept que le premier film, c'est-à-dire que plusieurs personnes, des centaines, sont enfermées dans une sorte de trou à plusieurs étages où la nourriture débarque étage par étage. Normalement, il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde, mais certaines personnes piochent un peu plus que les autres et du coup, les gens dans les plus bas étages meurent de faim. Tous les mois, les habitants du trou se voit attribuer un nouvel étage, avec donc un nouveau risque de mourir de faim. Et avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile. Parfois, vous cherchez un film à regarder, vous tapez le nom du film et où regarder sur internet, et vous trouvez le pays dans lequel il est disponible. Mais pas chez nous malheureusement, du coup vous changez de pays. Vous prenez le VPN aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Italie pour la VESTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà Godzilla Minus One, sans couleur, mais aussi l'excellente série Scavengers Reign. Sur Prime Video est déjà disponible l'un des meilleurs films de l'année, Challengers. Sur Disney+, vous avez plein de films différents comme Le Nouveau Planète des Singes, Le Nouveau Royaume qui est sorti cette année, Kinds of Kindness par exemple, mais aussi Vice Versa 2. Et oui, déjà. Sur Apple TV+, qui est inclus dans votre abonnement Canal pour ceux qui l'ont, et n'oubliez pas qu'il faut utiliser l'application Apple et non pas via Canal, vous avez Napoléon version longue qui rajoute presque 1 heure de film. Et pareil pour Max, qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous pouvez et même devez utiliser via l'application officielle Max. Vous avez plein de films, Civil War qui est sorti cette année, Horizon avec Kevin Costner, Furiosa déjà dispo en 4K, Le Garçon et le Héron, bref, c'est la fête. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, donc pas de publicité. Vous soutenez même d'ailleurs plus les créateurs pour ceux qui s'intéressent. Vous pouvez écouter les vidéos en mode podcast avec le téléphone dans votre poche, les télécharger, bref, c'est trop bien. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça change votre vie. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous protégez clairement vos données. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous vous rappelez un peu du phénomène qui était le premier film à la plateforme, sorti il y a quoi, 4 ans déjà, si je dis pas de bêtises, sorti pendant le Covid. Vous savez, un film qui parle de gens enfermés dans une petite pièce qui sort durant le Covid, c'était assez rigolo. Et moi, j'ai bien aimé le premier film, moi je l'ai défendu. C'était pas le plus grand film d'horreur de tous les temps, mais je l'avais défendu. Et là, une suite arrive 4 ans après quand même. C'est assez étonnant de le voir sortir aussi tard, mais voilà, la suite est là. Et c'est assez intéressant parce qu'on s'est dit, ok, comment tu peux renouveler ce concept qui, t'as l'impression, avait déjà été exploité pleinement dans le premier film. Genre le premier film avait tout raconté quoi. Du coup, comment tu fais un nouveau film qui peut être intéressant, divertissant, sans être dans la redite? Est-ce que tu vas créer un mythe avec ce concept assez fort ou est-ce que tu vas refaire la même chose et perdre tous tes spectateurs? D'ailleurs, je suis assez curieux de voir si les gens vont regarder cette suite en sachant qu'à l'époque, ils regardaient parce qu'il y avait le Covid et ils voulaient juste regarder des trucs à la maison quoi. On reprend à peu près le même concept que le premier film au début, en tout cas avec deux personnages, cette fois-ci qu'on suit dans une chambre qu'ils partagent, deux colocs, disons, dont l'un des acteurs que vous connaissez sûrement de la Casa de Papel, il jouait Bogota, oui c'est vrai qu'il est assez méconnaissable ici. Et je vais vous le dire tout de suite, je trouve la relation entre ces deux personnages-là assez mal exploitée. Au final, j'aurais aimé voir un peu plus de leur alchimie, relation se développer au fur et à mesure du film, mais malheureusement elle va pas très loin et je trouve que ça reste assez superficiel, j'en parlerai surtout en spoiler. Et c'est avec le prénom du personnage principal masculin que tu comprends ça va être quoi comme genre de film. Il s'appelle Zamyatin et c'est un nom russe, d'un auteur russe qui avait critiqué du coup ce qui s'était passé en URSS après les révolutions d'octobre et qui n'était pas du tout satisfait du gouvernement de l'URSS et ça va parler de ça au fait ce film. La grosse différence avec le premier film, c'est que cette fois-ci une société s'est formée ou en tout cas elle essaye d'être formée autour de ce qu'ils appellent la loi. En gros, c'est un système qui a été mis en place afin que tout le monde survive ou en tout cas c'est une tentative pour que tout le monde survive parce que vous le savez, hein, les gens peuvent descendre dans le trou mais ils peuvent pas remonter. Donc une fois que tu es descendu, tu dois attendre 1 mois à ce niveau-là avec du coup moins de chances d'être nourri. Donc l'objectif de la loi, c'est d'avoir un système qui permet de nourrir le plus de
personnes possible, en sachant qu'il y aura toujours des gens qui vont être hors la loi et qu'il faudra punir. Et c'est ça qui sera intéressant, c'est la manière dont la société s'est créée, la manière dont la loi se fait respecter. Et je vais pas aller en détail par rapport à ça, j'en parlerai sur ton spoiler, mais c'est la seule différence et le seul intérêt du film, c'est vraiment l'aspect sociétal, pas du tout subtil. Évidemment, ça parle du capitalisme, des gens qui s'enrichissent sur le labeur des autres, parce qu'en gros, quand tu es dans la plateforme, ce qui se passe, c'est que toi, tu choisis ta nourriture, et en théorie, ta nourriture doit arriver à ton étage, parce que tu l'as choisi, tout le monde l'a choisi, et normalement, il y a assez de bouffe pour tout le monde. Sauf que forcément, il y a des gens qui se gavent sur ce que les autres ont choisi, sur ce que les autres ont fait, et ça parle de ça. C'est une critique du capitalisme, évidemment, c'est une critique sociale de tout ça. J'en parlerai en spoiler, mais ça va surtout critiquer aussi le système politique et les êtres humains par rapport au concept même d'une société. Encore une fois, je vais pas trop en révéler ici, mais c'est le seul truc un petit peu différent et qui est plutôt pas mal. Ils ont même le droit d'avoir des acteurs assez charismatiques qui jouent des sortes d'exécuteurs, de trackers comme ils appellent ça même à certains moments. Ils arrivent même à créer une sorte de mythe, de religion qui est malheureusement pas assez développée d'après moi. C'est ça qui est intéressant, c'est donc les dérives de cette société créée dans ce système qui est la plateforme ou ce fameux trou. On va aussi explorer un petit peu les gens avant qu'ils soient dans le trou, mais rapidement. Encore une fois, j'en parlerai en spoiler, mais la grosse déception, je dirais, c'est quand même le côté répétitif, c'est-à-dire que c'est quasiment la même histoire que le premier film, avec cet aspect sociétal un peu plus détaillé, un peu plus poussé, mais au final, c'est le même film. Et le fait que ce soit le même film joue en réalité sur le propos du film, encore une fois, j'en parlerai en spoiler, mais c'est vrai que ça n'ajoute rien de vraiment nouveau, quoi. Pour pas dire une nouvelle copie, limite, c'est une saga d'anthologie. Tu vois, ils auraient même pas dû l'appeler la plateforme 2, ils auraient dû l'appeler la plateforme 2. Le nom d'autres personnages, quoi. En théorie, c'est ça qui aurait dû se faire, vu ce genre de film. Même s'il y a un lien assez direct avec le premier aussi. Mais c'est vrai que, bah oui, les thématiques de la société, la démocratie, la république, le fascisme, le capitalisme, ça va être assez présent, même si, bon, c'est superficiel et, soyons honnêtes, très peu subtil. Vous savez, c'est un peu le délire, la majesté des mouches. Voilà, c'est ce genre de truc-là, mais dans la plateforme. Il y a un aspect aux enfants qui est assez intéressant, j'en parlerai sur ton spoiler, mais c'est vrai que, bah, ça reste la même brutalité, la même violence, il y a encore du cannibalisme, il y a encore des gens qui se démembrent, qui mangent d'autres personnes, il y a une extrême violence, il y a plein de choses comme ça. Il n'y a pas du tout un aspect sexuel cette fois-ci, sauf à un moment, pour le coup, qui est assez intéressant, j'en parlerai peut-être en spoiler ou dans quelques secondes. Il y a aussi un côté plus international à la chose, mais au final, tout le monde parle espagnol, ce qui est un petit peu dommage, parce que ça aurait pu faire une sorte de tour de Babel, vous savez, si tout le monde était étranger et il n'y avait aucune langue en commun, ça aurait pu être un nouveau degré d'intelligence et comment créer une société par rapport à des gens qui parlent pas la même langue. Ils le font pas. Voilà, c'est un peu dommage, parce qu'il y a des gens qui parlent différentes langues, mais au final, ils parlent tous espagnol. Mais oui, c'est la même chose que le premier, voilà, la violence quand t'as faim, la radicalisation des gens, le vrai visage des gens qui profitent de la violence, qui aiment la violence, t'as l'impression qu'ils sont nés pour être violents, cannibales, horribles, qui se sentent libérés par rapport à ça, la religion de l'autre côté qui est pas assez développée, pourtant il y a quelques petits moments qui lient assez bien religion et société, mais c'est très léger quoi, c'est dommage. Il y a aussi un passage sur l'art et la science, une scène. Et c'est un peu dommage parce que c'est intéressant, tu dis ok, tu meurs de faim, mais tu décides quand même de créer l'art, c'est intéressant en soi. Pareil pour la science, il y a tout un passage assez ridicule sur la science. Enfin bon, c'est un film qui essaie d'éviter la redite en faisant la même chose que le premier film. Donc ça c'est dommage. Et pareil, visuellement, oui, vous allez voir des démembrements, des décapitations, des gens qui bouffent d'autres personnes, du sang qui va littéralement sur la focale de la caméra, l'image sera ensanglantée, il y a des exécutions publiques, il y a des trucs hardcore, hein, disons les choses, c'est assez gore, mangez pas devant. Il y a encore des gens justement qui mangent des trucs crades, bien huileux, sur lesquels les gens ont déjà marché, peut-être déjà craché dessus. Il y a un truc visqueux dégueulasse. Que les gens sont en plus obligés de manger parce que sinon ils meurent de faim, le fait de pas manger pendant un mois, qu'est-ce que ça te fait? Il y aura des gens très maigres qui deviennent fous, qui ont plus de nourriture. Bref, c'est le premier film. Des gens crades, qui transpirent. Et mon regret, c'est qu'au final, ça dure 1h40 et il n'y a pas vraiment de stress, il n'y a pas vraiment d'intensité, il n'y a pas vraiment de séquence comme le premier où tu sais pas dans quelle direction ça allait aller, tu sais pas quel sera ce monde de la plateforme, tu sais pas à quel point ça va être violent, sexuel, hardcore. Il y a encore des choses violentes, mais bon, t'es habitué avec le premier film et du coup, il n'y a aucune surprise. Et dans 1h40, j'ai trouvé quasiment aucun plan qui était intéressant. J'ai envie de vous dire, il y a 3 petites idées de mise en scène que j'ai bien aimé. Je vais pas vous montrer des images parce que c'est assez hardcore pour le coup, mais en gros, il y a un moment où il y a plein de cadavres et ces cadavres-là sont sur la plateforme et ils vont s'abaisser et ça donne une impression genre de sable qui s'abaisse, mais en fait, c'est des corps, ce qui est pas mal. Il y a un autre passage avec une femme dénudée qui va montrer son entrejambe à des hommes, mais en même temps, elle est punie par rapport à ça et ça montre une sorte d'ouverture vers les hommes, genre le plan entre ces deux jambes et les hommes qui la regardent. Il y a un truc voilà, assez macabre par rapport à ça. Il y a aussi un plan par rapport à un homme qui brûle et justement les cendres et son corps qui brûle et qui tombe fait une sorte de magie, de festival, presque comme des feux d'artifice ou un moment assez beau et touchant pour les habitants. C'est intéressant, mais c'est tout quoi. 1h40, c'est très léger, il y a beaucoup de montage, genre en boucle constamment, c'est assez dommage. Et honnêtement, je trouve que le personnage interprété par l'acteur qui s'appelle Ovi, qui a été assez mal géré au final, et pourtant il est charismatique, il joue bien, tu sais pas si c'est un psychopathe, un tueur, bon il y a plein de questions qui se posent sur lui. Les autres acteurs font le taf, mais ça
reste très léger, très superficiel. Bon, c'est simple quoi, on va pas aller dans plus de détails que ça, c'est juste basique. Et je trouve les personnages un petit peu ratés au final, même s'il y a quelques acteurs qui sont plus charismatiques que d'autres. Bref, pour conclure, c'est le même film que le premier, ça n'apporte vraiment rien de nouveau, rien d'intéressant. C'est pas mauvais, c'est pas genre un supplice, c'est divertissant, c'est ok. C'est très moyen, déjà vu. La fin peut-être un peu nulle et va décevoir des gens. Ce qu'aurait dû être ce film-là, c'est pas un film où tu te concentres sur les habitants de la plateforme, mais un film qui parle des gens qui organisent la plateforme. Tu sais, un peu genre La Cabane dans les bois. Et là, j'aurais adoré. Si vous avez aimé le premier et vous voulez vous retaper le même film, plus ou moins, en vrai, allez-y. Si le premier vous a pas plu, vous n'allez pas aimer celui-ci non plus. Et si vous voulez voir un film d'horreur sympathique, je sais pas si c'est le genre de délire que vous allez aimer. Regardez le premier et en fonction de ce que vous pensez du premier, tentez. Et de toute façon, vous devez voir le premier parce que sinon vous n'allez pas comprendre la fin et je vous explique dans quelques secondes pourquoi. Donc, honnêtement, je dirais pas que c'est décevant parce que j'avais pas d'attente, mais c'est pas forcément bien, c'est pas forcément intéressant. Ça sera assez oubliable et je pense que personne va s'en rappeler pour le coup. Les gens vont se rappeler du premier, mais celui-ci, il va rapidement passer à la trappe, même s'il y a quelques trucs intéressants que je vais évoquer maintenant en spoiler. L'aspect que j'ai beaucoup aimé, qui a été un petit peu rajouté ici, c'est que tu comprends que les gens qui viennent dans le trou, ils sont là de manière volontaire. C'est-à-dire que leur vie c'est tellement de la merde, ou alors ils ont des regrets, ou alors ils sont vraiment mal dans leur peau, qu'ils sont dans le trou. Ils sont là pour se punir eux-mêmes. Ils savent que le trou est une punition, ils savent que c'est là pour laver un peu leur péché, donc ça j'aime bien, c'est un aspect qui est plutôt cool. Et c'est des gens qui viennent du monde entier, qui sont là pour se repentir, t'as l'impression vraiment que ça va laver leur péché. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils auraient dû jouer un peu plus sur la religion. On en parle dans quelques secondes, mais ça c'est présenté par nos personnages. Diamantine qui est un loser dépressif, ça m'a fait marrer d'ailleurs le moment où il faisait des maths fondamentales et à partir d'un moment il se rend compte que l'imaginaire ne lui plaît pas. Et tel autre personnage qui lui dit non mais tu sais l'imaginaire c'est important aussi. Au fait c'est le combat de l'art versus la science. Mais ça me fait rire parce que l'imaginaire l'a dérangé lui en maths fondamentales apparemment alors que c'est un truc que tu apprends au lycée. Enfin bref. Mais c'est du coup le combat l'art contre la science, le rêve contre l'idée, la pratique contre le possible et c'est tout le truc de la société. La société de rêve c'est que personne ne meurt de faim. La réalité c'est qu'il y aura toujours des connards pour voler la bouffe des autres. Mais c'est tout ce fait voilà des losers dépressifs, chagrinés qui ont fait des choses horribles et qui s'en veulent, qui sont là quoi. Et ça j'aime bien, c'est une sorte de purgatoire, de punition. Ça fait un côté très brutaliste avec l'esthétique de une, mais d'enfer presque mécanique quoi au truc. Donc il y a vraiment ce truc un peu divin. Et j'aime bien lorsque les deux personnages principaux interagissent, tu vois, qu'ils ont une vraie belle amitié, qui devient plus ou moins touchante, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus l'histoire du film quoi, parce que c'est ça qui me tenait moi en haleine, c'est de voir comment ces deux-là deviennent amis et voir comment ils vont garder cette amitié en vie dans cette société. Mais en fait c'est pas du tout ça, l'histoire du film. Dommage parce que ça aurait pu être intéressant, mais lorsque la fin arrive, leur amitié se casse et c'est ça l'histoire, c'est cette société. Comme je vous l'ai dit par rapport voilà, aux gens les plus aisés ou les mieux placés dans l'ascenseur social, presque on pourrait faire cette analogie-là, où justement les gens les mieux placés bouffent sur le travail des autres. Et c'est ça un peu la critique du capitalisme, c'est que si tu nais au bon endroit, c'est bon, tu vas gagner la vie et les autres sont baisés. Je me permets de cette expression un peu crade, mais voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette critique du capitalisme et comment il y a des gens qui se sont dit ok, non, le système est cassé, on va mettre un système en place, on va faire une révolution type Robespierre. Sauf que Robespierre, ce qui s'est passé après la Révolution française, c'est le régime de la terreur. Et c'est ce qui se passe ici, c'est pas pour rien qu'ils citent Robespierre, c'est qu'en gros, ils ont dit ok, la loi, on va essayer de faire survivre le plus de gens possible. Par contre, si toi tu respectes pas la loi, on va te punir ou en te démembrant ou en te tuant. Et c'est là que du coup s'installe une terreur, s'installe une dictature. Et c'est là la critique de l'œuvre, c'est que tu peux même plus remettre en question les lois qui t'ont mises en place, parce que si tu remets en question les lois, alors que pour toi c'est logique et pour d'autres personnes c'est logique et tu crées une démocratie, parce qu'en fait les barbares dans ce film-là, ce sont les gens qui ont créé une démocratie. Ils se sont mis d'accord, ils se sont convaincus, ils ont dit ok, maintenant on va faire face à l'oppresseur tyrannique qui et du point de vue de la loi. Mais vu que tu peux pas changer la loi qui dérange, un exemple tout bête, pourquoi jeter les restes des gens qui sont décédés? Tu pourrais les garder pour qu'il y ait plus de nourriture et que ça arrive à certaines personnes. Est-ce que ça marcherait? On sait pas, mais le fait de jeter, c'est surtout un symbole de soumission à la loi et au système, et on le voit, dès qu'il y a quelqu'un qui ment, qui trahit, que je sais pas quoi, il y a des gens qui dénoncent. Dans un système de dictature, où si tu dénonces, t'es récompensé, et pour que la loi fonctionne, c'est la dictature. Donc ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la révolution part d'un bon principe, d'où le fait qu'on parle d'un écrivain russe qui critiquait la révolution d'octobre, qui amène à la dictature de l'URSS, d'où justement ce système avec cet homme très charismatique, Babi, je crois qu'il s'appelle, qui devient cet exécuteur qui va punir tous les gens, et il le punit, non pas pour la loi, mais il le punit parce que c'est lui le chef dans sa tête. Et du coup, il y a tout un truc par rapport à l'ego, par rapport aux gens qui prennent la tête. On parlait des barbares comme des sauvages, alors qu'au fait, c'est eux les vrais révolutionnaires, face aux premiers révolutionnaires qui ont mis le système en place, mais qui sont devenus une dictature. Donc c'est intéressant de montrer ce cycle, justement, parce que les barbares sont pour la liberté, mais en fait, cette liberté-là, elle tuerait plein de gens, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ils sont en mode
mode full libertarien capitaliste. Et de l'autre côté, t'as ces gens-là qui certes essaient de diviser la nourriture comme ils peuvent, mais du coup tout le monde a moins à manger. Et en même temps, bah, si tu respectes pas la loi, tu te fais décapiter quoi. Ou tu te fais tuer, punir, je sais pas quoi, peu importe. C'est ça qui est pas mal au fait. Mais bon, c'est du déjà vu. Et c'est là que je trouve que l'idée du mythe, vous savez, à un moment, il parle d'un dieu, d'un prophète plutôt, pardon, d'un messie. Et je trouve qu'ils auraient dû utiliser cette idée un peu plus. Parce qu'en fait, ça aurait été intéressant d'opposer la société et la religion, ou les deux ensemble, ou les opposer justement. Et là, je trouve que le délire du messie n'est pas assez développé. Ils auraient pu utiliser le messie comme un roman national, comme une manière de motiver les gens à respecter la loi. Parce qu'à la base, c'est ça, hein, c'est ça l'idée. C'est que voilà, la loi existe, car il y a ce prophète qui s'est sacrifié en donnant ses muscles à quelqu'un d'autre pour la loi. Ils auraient dû jouer sur ça, sur l'icône, sur la prophétie. Ils auraient dû jouer même visuellement sur le truc un peu plus peut-être biblique ou autre religion, peu importe. Ce maestro, et je suis un peu déçu qu'il ait pas fait. Je pense qu'il y avait quelque chose à creuser qui aurait été fascinant en fait. Tu vois, un dieu, une religion qui se crée ici. Et je suis pas fan de la fin, qui est une sorte de trip hallucinogène, qui est assez décevant parce que premièrement, c'est la première fois qu'on voit des gens faire des trucs dans la plateforme qui sont pas des habitants. Je pense que l'organisation, le système, le délire 0G, tout ça aurait été intéressant du point de vue de l'organisateur. Parce que là, bah, en fait, c'est la même histoire. Et en vrai, moi, je serais pour un troisième film qui parle de ça. La morale de la fin du film, c'est que l'espoir n'a servi à rien parce qu'en fait, la jeunesse qu'ils ont prise dans le premier film, ils l'ont catapulté vers le ciel, entre guillemets, mais sauf que les organisateurs de la plateforme ou du trou, ils se sont dit, attendez, là, il y a un enfant qui a été renvoyé, donc c'est un symbole d'espoir, de jeunesse, d'innocence. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'emprisonner d'autres enfants et d'envoyer des enfants dans la plateforme, voir comment eux vont réagir. Et les gens qui arrivent tout en bas de la plateforme, ça devient ces zombies qui doivent protéger l'innocence et qui sont eux punis pour toujours à errer ici. Donc l'espoir ne sert à rien, c'est foutu, c'est une punition presque divine. Les héros de cette plateforme sont punis et doivent cannibaliser jusqu'à la fin de leur vie. Et à un moment, tu te demandes vraiment bah, qui sont ces enfants, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont nés ici, est-ce qu'ils ont toujours vécu ici, est-ce qu'ils ont été kidnappés, est-ce qu'ils sont là de manière volontaire, est-ce que c'est des orphelins, il y a plein de questions qui se posent. Et moi, ce que j'ai détesté, et j'ai jamais vu Netflix faire ça de ma vie, en gros, lorsque le film se finit, je sais pas si ça l'a fait pour tout le monde, mais lorsque le film se finit, t'as les deux personnages du coup du premier et du deuxième film principaux qui interagissent, on sait pas ce qu'ils se disent ou si c'est un câlin ou je sais pas quoi, mais en vrai, si t'as vu le premier film, tu comprends. Et Netflix sait que si t'as vu le premier film, tu comprends, et c'est pour ça qu'il y a un gros message qui est apparu. J'ai essayé de recauser cet affichage, mais j'ai pas réussi. Je pense que ça marche que la première fois que tu vois le film, mais en gros, il y avait un gros message Netflix en disant as-tu encore des questions sur le film? Revois le premier. C'est hallucinant quand même. Parce qu'en réalité, oui, si vous voulez comprendre ce film-là, il faut voir le premier, c'est évident. Et le fait que Netflix te dise ah tiens, toi qui as fini le deuxième film, t'as peut-être pas compris la fin parce que la fin est ultra cryptique si t'as pas vu le premier film, regarde le premier film. Et j'ai jamais vu une plateforme de streaming faire ça. Ils ont raison de faire ça, en théorie, parce que t'as toutes les réponses que je viens de vous expliquer. Mais j'ai trouvé ça assez drôle, assez cynique, même si en réalité ils ont raison quoi. Mais juste au fait, le film est même pas fini, qu'il y a un message qui apparaît en mode on regarde le premier film. Entre le câlin qui se font et le nom du réalisateur qui apparaît, il y a ce message qui apparaît. Parce qu'ils savent que la fin allait perdre des gens, que ça allait être critique, et je pense qu'ils ont demandé à l'équipe de poser ce texte-là quoi. Et je trouve ça bizarre, fascinant, je sais pas ce que je trouve, honnêtement. Je sais pas. Bref, je vais m'arrêter là. Bon, c'est un film que je vais oublier, vous l'avez compris, dites-moi ce que vous en avez pensé. Même déçu de la fin, honnêtement, ils auraient pu faire tellement mieux, tellement plus intéressant. Là, c'est juste un truc cynique, sans lueur d'espoir, un peu lugubre, et ça peut être intéressant en soi, mais c'est juste que là, j'ai l'impression d'avoir vu le même film, quoi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, en commentaire épinglé, afin de débloquer tout le contenu que vous voulez sur la plateforme de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.